Moi, je vais peut-être paraître un peu décalé, puisque je vais essayer d'aborder la question du commun sous un angle qui a, de mon point de vue, tout à fait trait à l'architecture, mais peut-être de manière un peu plus inattendue. Je suis parti, en fait, je me suis posé la même question que nous tous, comment faire pour recréer du socle commun et comment convoquer l'architecture pour ce faire. Et je me suis intéressé en particulier aux propos d'Hartmut Rosa, qu'on est un certain nombre d'entre nous à connaître, qui est un sociologue allemand contemporain, et qui attribue l'érosion du commun à une dissonance plus profonde entre le sujet et le monde. Et ce que suggère Rosa, c'est que le commun, au sens d'un monde partagé vécu comme répondant et significatif, s'érode non pas par fragmentation sociale, mais par raréfaction des expériences de résonance. Alors qu'est-ce que c'est la résonance? C'est un sujet important, c'est le titre d'un livre de Hartmut Rosa. En voici une définition, il en a formulé plusieurs, mais celle-là me paraissait intéressante. La résonance est une forme de relation au monde associant affection et émotion, intérêt propre et sentiment d'efficacité personnelle, dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. La résonance n'est pas un état émotionnel, je pense que c'est intéressant de le souligner par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais bien un mode de relation. Et pour pallier ce défaut de résonance, Hartmut Rosa propose d'initier de nouveaux rituels. Et c'est l'angle que j'aimerais aborder ici. Des rituels qui seraient capables de donner une harmonie et un rythme partagé à nos existences. Alors, il le formule ainsi. C'est là, de fait, une des fonctions élémentaires du rituel. Il met en œuvre des axes de résonance socio-culturellement établis, le long desquels peuvent s'expérimenter des relations de résonance verticales, avec des dieux, le cosmos, le temps et l'éternité, horizontale dans la communauté sociale et diagonale dans le rapport aux choses. Et je me disais que si les rituels pouvaient atteindre ces trois objectifs, ça serait assez intéressant que l'architecture puisse s'en mêler. Alors, l'hypothèse que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est que, celle que j'aimerais défendre, c'est que l'architecture a aussi à voir avec ces rituels. Non pas parce que son rôle serait de constituer les cadres propices à leur déploiement, mais parce que l'acte de bâtir constituerait en lui-même... J'ai perdu le... Si, c'est bon? Vous m'entendez? Non. Non, mais peut-être en me rapprochant de cela. Voilà. Ah oui, c'est celui-là. Oui, celui-là marche. Donc je reprends. Mon hypothèse, c'est de voir dans quelle mesure l'architecture a aussi à voir avec les rituels, non pas parce que son rôle serait de constituer les cadres propices à leur déploiement, mais parce que l'acte de bâtir constituerait en lui-même un acte rituel. Depuis l'Antiquité, l'art d'édifier était accompagné de nombreux gestes symboliques, ainsi qu'en atteste encore Alberti dans son traité L'art d'édifier, qui est publié en 1485. Ces rituels associés à l'art de bâtir n'ont pas tout à fait disparu, quand bien même ils ont beaucoup perdu de leur force de seuil. Les principaux qu'on connaît aujourd'hui, ce sont la pose de la première pierre et l'inauguration des bâtiments, qui font toujours partie, bien évidemment, des rituels associés à l'architecture. Alors, je vous ai mis juste les pages de Google Images de cette recherche toute simple, directe, cérémonie de pose de la première pierre. Et voici les images qu'on trouve. Et puis pour inauguration, c'est à peu près la même chose. Et il y a d'ailleurs souvent une confusion entre les deux, c'est-à-dire que ces cérémonies sont assez souvent confondues. Et il y a un rituel, il y a un code qui est celui du ruban coupé. Enfin, je ne vous le décris pas, vous le connaissez par cœur. Le moins que l'on puisse dire est que ces rituels peinent de plus en plus à faire commun. D'une certaine manière, ils contribuent même au tribalisme des réseaux sociaux. On le voit, on les connaît, ces images sur les réseaux sociaux, et à la course à l'originalité architecturale qui accentue le narcissisme personnel et érode le sentiment du collectif. Ce que j'aimerais poser ici est que ces rituels de fondation et d'inauguration sont en train de s'affaiblir avec l'injonction, peut-être de plus en plus grande, à la transformation.
L'architecture est de moins en moins sollicitée pour ajouter de nouveaux édifices à un monde qui n'a plus les moyens et les ressources pour l'accueillir que de transformer ceux qui existent déjà. Et il y aurait peut-être, étant donné cette injonction à transformer plutôt qu'à construire neuf, d'autres rituels à explorer, peut-être plus propices à la constitution d'un commun. Je vous propose aujourd'hui d'en considérer 5. Ce sont, alors je vous les nomme, mais je vais les décrire plus précisément, les rituels de disparition, les rituels de réparation, les rituels saisonniers, les rituels de passage et les rituels de fermeture. Je fermerai par les rituels de fermeture. Alors, les rituels de disparition. Les premiers... c'est un rituel qui est apparu il y a quelques décennies maintenant. Vous voyez de quoi je parle, en particulier la démolition des grands ensembles. Là, c'est un des plus anciens en France, qui a été extrêmement important. 1983, la démolition spectaculaire avec la télévision, etc., des Minguettes à Vénissieux, qui a signé d'ailleurs le rapport Hubedou, qui a initié une nouvelle politique de la ville, donc un événement extrêmement important. Et qui a instauré une sorte de nouveau rituel qui s'est déployé depuis de manière relativement régulière. En permettant la transformation en quelques secondes à peine d'un site, voire d'un morceau entier de territoire, les bars c'est souvent des morceaux très importants, les démolisseurs sont devenus les artisans d'une sorte de grand sacrifice collectif. Ce rituel de démolition compense en quelque sorte le caractère strictement productif de l'architecture fonctionnelle. Je pense qu'il y a un rapport comme ça de réponse un peu directe à l'extrême fonctionnalité qui était un des grands reproches qu'on faisait encore, en tout cas, dans les années 1980, quand on a démoli ces tours des Minguettes. Comme l'a rappelé Georges Bataille dans La part maudite, un ouvrage publié en 1949, donc je cite, « Jadis, la valeur était donnée à la gloire improductive, tandis qu'on la rapporte de nos jours à la mesure de la production. Le pas est donné à l'acquisition de l'énergie sur la dépense. » Écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce livre, La part maudite, ce livre majeur, part d'un constat simple qui est celui-ci. L'origine des civilisations provient de l'excédent d'énergie que la nature leur offre. Je cite encore Georges Bataille, « L'organisme vivant, dans la situation que déterminent les jeux de l'énergie et à la surface du globe, reçoit en principe plus d'énergie qu'il n'est nécessaire au maintien de la vie. L'énergie, la richesse excédente, peut être utilisée à la croissance d'un système, par exemple d'un organisme. Si le système ne peut plus croître, ou si l'excédent ne peut en entier être absorbé dans sa croissance, il faut nécessairement le perdre sans profit, volontiers ou non, glorieusement ou sinon de façon catastrophique. » C'est là la grande théorie de Georges Bataille dans La part maudite, c'est que de toute façon il y a un excédent et qu'il faut réfléchir à des cérémonies qui accompagnent l'usage de ces excédents plutôt que de perpétuer une situation productive avec un réinvestissement permanent des excédents. Pour Bataille, l'ignorance de cette nécessité de considérer et de ritualiser les excédents, nous amène à subir la dilapidation de l'énergie et nous livre à des destructions qui peuvent s'avérer effroyables. Il écrit juste après la Deuxième Guerre mondiale et il impute très clairement les méfaits de la Deuxième Guerre mondiale à cette mauvaise prise en compte de ce qu'il appelle la part maudite, c'est-à-dire les excédents. Le sentiment de malédiction, c'est toujours Georges Bataille qui parle, le sentiment de malédiction est lié à cette double altération du mouvement qu'exige de nous la consommation des richesses. Refus de la guerre sous la forme monstrueuse qu'elle revêt, refus de la dilapidation luxueuse dont la forme traditionnelle signifie désormais l'injustice. Au moment où le surcroît des richesses est le plus grand qu'il fut jamais, il achève de prendre à nos yeux le sens qui lui toujours, en quelque sorte, en quelque façon, de part maudite. Donc mon hypothèse, c'est que cette manière d'envisager la démolition est peut-être aussi une forme certes ritualisée, mais qui peut être, pour reprendre les mots de Georges Bataille, considérée comme une part maudite, c'est-à-dire une mauvaise manière
d'aborder les excédents. Parce que le problème, c'est ça. Le problème, c'est après. C'est-à-dire que ça, c'est une photo qui a été prise juste après la démolition des Minguettes. Et là, il y a une sorte de désarroi. C'est-à-dire autant le rituel fonctionne, la télé est présente, il y a une sorte de moment collectif qui est un moment à la fois effrayant et sublime. Mais juste derrière la démolition, il y a ce moment-là qui ne fait pas partie du rituel. Et là, on ne sait pas quoi faire des décombres. On perçoit très fortement, je trouve, dans cette photo, le désarroi de ceux qui n'étaient pas que les habitants du quartier, d'ailleurs, puisqu'il y avait beaucoup de spectateurs à cet événement. Après le rituel de l'explosif, c'est donc le désarroi. Rien n'est prévu pour la suite. Le rituel, d'une certaine manière, s'arrête trop tôt. Alors peut-être à l'inverse, on n'est pas du tout à la même échelle, mais quand même je trouve que c'est une piste intéressante. Souto de Moura, l'architecte portugais, à Braga, a été confronté à devoir démolir son propre bâtiment. C'est-à-dire qu'il avait construit 20 ans auparavant un marché couvert, et la ville de Braga n'en avait plus besoin, et lui a commandé la réalisation à la place, sur le même site, d'une école de musique. Et donc la décision qu'a prise Souto de Moura, c'est de ritualiser en quelque sorte la démolition de son ancien bâtiment. On peut imaginer que ça a été un moment assez fort émotionnellement de devoir intervenir sur sa propre construction, de devoir démolir au moins une partie de ce qu'il avait pu réaliser lui-même à peine 20 ans plus tôt. Et donc il s'est intéressé au sens que pouvait avoir la démolition. Donc il a fait tout un travail sur la démolition, avec une sorte de force. Il a retenu en quelque sorte les bulldozers pour maintenir, vous voyez, ces grandes colonnes qui étaient les poteaux de structure de l'ancien marché couvert, et de maintenir les fers à béton qui ont été maintenus et qui faisaient le lien avec la dalle qui, elle, a été détruite. Et ce qu'il a réalisé, c'est autour de son bâtiment, de l'école de musique, une sorte de jardin de ruines, mais qui raconte, c'est pas simplement un jardin de ruines, mais qui raconte le rituel de la démolition auquel les habitants, bien évidemment, n'ont pas participé, puisque tout ça s'est fait dans le cadre d'un chantier, mais pour autant, la trace même de ce moment-là est extrêmement présente, et aujourd'hui, je trouve que ça raconte bien au-delà que le rituel de démolition, enfin, qui en tout cas le souci de donner sens à l'acte de démolition, ça raconte aussi la démolition à venir des bâtiments nouvellement réalisés. Donc je trouve que c'est une action extrêmement intéressante. Elle rejoint par certains aspects certaines sociétés néolithiques du Levant, qui, selon l'archéologue Rémi Haddad, qui est un jeune archéologue qui a beaucoup travaillé sur la notion de démolition ritualisée, justement, notait que souvent, lorsque les anciens bâtiments étaient arasés, avant d'être reconstruits par-dessus, sur le plan qui était souvent presque identique au précédent, les habitants procédaient à des rites de dépôt et de destruction ciblés, lesquels témoignaient de leur haute conscience de ce qui s'accumule ainsi sous leurs pieds. Donc une vraie conscience que Rémi Haddad a découvert de l'intérêt qu'il y aurait à ritualiser les éléments qu'on démolit avant de passer à une autre époque de construction. La haute conscience de l'œuvre cumulée des générations passées a été pour une large part transférée à la photographie. Cet art de l'enregistrement a en effet significativement commencé à prendre son essor au moment où démarraient les premiers grands chantiers de démolition au milieu du XIXe siècle, en particulier à Paris. François Choët a ainsi montré combien la photographie avait contribué à la, je cite, progressive dissociation qui s'opère entre la mémoire vivante et le savoir édifié, amenant à dessaisir l'architecture de sa capacité à témoigner du temps autrement que sous la forme de la restauration à l'identique. L'architecture s'est ainsi trouvée orpheline de tous les rites et de tous les savoir-faire, permettant d'assurer une certaine persistance du passé dans l'acte de construire. La question, pour moi, est la suivante. Comment réinstaller aujourd'hui la conscience de ce qui disparaît lorsqu'un édifice vient le remplacer, même partiellement, lorsqu'un édifice vient en remplacer même partiellement un autre. Et même quand il s'agit de transformer, il y a toujours une part de démolition. Il n'y a pas de cas où on ne démolit jamais. Il y a toujours une part qui est soustraite. La méthode proposée par l'architecte Eduardo Souto de Moura s'apparente par bien des aspects au rituel archaïque qu'a mis au jour Haddad.
Suto Demura parvient ainsi à convertir l'acte technique de démolition en un rite mémoriel, non pas à la manière du cérémoniel médiatique de la démolition qu'on a pu voir précédemment, à l'explosif, mais en rejouant ce que René Girard décrivait comme le fondement de tout rite, à savoir le sacrifice victimaire, lequel sacralise ce que par ailleurs il détruit. En attribuant une valeur souveraine aux vestiges d'une destruction qu'il a lui-même ordonnée, l'architecte, Suto Demura, parvient à célébrer le bâtiment disparu. À Braga, on ne sait plus si les poteaux sont des colonnes qui se dressent vers le ciel ou s'ils subissent l'attraction de la gravité et vont bientôt s'écraser sur le sol. Que le sens de ce mouvement reste indécidable. Est-ce une élévation qui se maintient ou une chute ralentie? Voilà ce qui nous confronte à la fois à la mort de l'édifice et à son possible dépassement. Je passe au rituel de réparation. Donc je vais commencer par un exemple qui est également contemporain du livre La part maudite de Georges Bataille, qui est la démolition des villes allemandes et plus particulièrement à Munich de la Pinakothek, qui a été, vous le savez certainement, ensuite rénovée par l'architecte Hans Dolgast. Ce qui est intéressant, c'est de considérer que cette question de la réparation et de la ritualisation de la réparation a été prise en charge par Hans Dolgast. Il y a eu une première étape qui est extrêmement importante dans l'histoire de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été beaucoup racontée récemment par beaucoup d'historiens et historiennes, c'est ce qu'on a appelé les Trümmerfrauen, c'est-à-dire toutes ces femmes qui se sont investies, et elles ont été nombreuses dans toutes les villes allemandes, et particulièrement à Munich, mais pas seulement, pour intervenir, enfin récupérer tous les matériaux parmi les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, pour permettre d'envisager plus rapidement la reconstruction d'un certain nombre de bâtiments. Donc il y avait toute une sorte, alors on ne peut pas parler à proprement parler d'un rite, mais c'est une organisation assez importante qui a été entièrement portée par les femmes après la Deuxième Guerre mondiale et qui a notamment contribué à mettre de côté un certain nombre de briques qui ont permis, de manière très rapide, on est en 1955-1957, c'est-à-dire un peu plus d'une dizaine d'années après les bombardements alliés, mais quand même relativement proche de ce moment-là, une intervention qui reprenait ces briques et qui donnait sens, en quelque sorte, au travail de ces femmes de récupération de ces briques. Et c'est un travail extrêmement simple, puisque c'est simplement la reconstruction des parties démolies de la Pinakothek, qui étaient réalisées en pierre. On voit les morceaux de bâtiments existants et qui ont été complétés en briques avec une sorte de mise en scène ou d'une révélation de l'acte même de réparation. Donc là aussi, il y a à proprement parler une dimension rituelle qui a été beaucoup racontée par les historiens par la suite, c'est-à-dire cette histoire, cette démarche de long cours qui dure une dizaine d'années et qui amène à la réparation de ce bâtiment est en quelque sorte inscrit dans le bâtiment transformé. Un autre architecte, mais on est à peine après, hein, c'est juste dans les années d'après-guerre, c'est Hassan Fathy, que vous connaissez tous, qui est un architecte égyptien et qui est amené à construire un certain nombre de logements sociaux, des grandes quantités de logements sociaux dans l'Égypte juste après la Deuxième Guerre mondiale également, notamment dans son opération la plus connue qui s'appelle New Gourna. Et il fait le choix, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je pense que vous la connaissez, il fait le choix de ne pas construire des bâtiments en béton, mais de revenir aux techniques ancestrales qui sont les voûtes nubiennes en briques de terre séchées au soleil, qui est une technique que connaît l'Égypte depuis bien avant l'Antiquité, même puisque en Égypte, il n'y avait ni bois ni pierre, et donc c'est des techniques très sophistiquées qui ont permis de réaliser l'ensemble des constructions jusqu'à l'Empire. Et la raison pour laquelle Hassan Fathy préconise cette solution, c'est parce qu'il dit le problème des bâtiments construits en béton,
c'est qu'on ne va pas pouvoir les entretenir et que les entreprises ne sont pas sur place. S'il y a des dégradations, toute la maintenance nécessaire pour les bâtiments ne sera pas prise en charge, alors qu'avec des briques, c'est des savoir-faire qui sont simples, qui sont souvent connus des habitants, et il va d'ailleurs chercher tous les savoir-faire de maintenance à l'époque, et il réactive des savoir-faire de maintenance pour pouvoir construire ces voûtes en terre nubienne, et donc il fait le choix pour des raisons assez pragmatiques, en fait, qui sont liées à la maintenance. Sauf qu'il installe au milieu, ça on l'a peut-être moins raconté sur l'histoire de Hassan Fathy, enfin qui a lui-même raconté l'histoire de ses chantiers, et puis aussi des échecs. C'est le grand intérêt de cet ouvrage qui s'appelle en anglais Architecture for the Poor et qui s'appelle en français Construire avec le peuple. Et qui raconte, qui est vraiment un récit très, très touchant de cet architecte, qui raconte tous ses choix, mais aussi il revient sur place et il essaie de comprendre pourquoi tous ces projets n'ont pas toujours fonctionné. C'est un texte extrêmement sincère, mais ce qui est à noter, c'est que, et c'est d'ailleurs ce qu'il déplore quand il revient sur place, c'est que cette dimension-là n'a justement pas été prise en charge. C'est le fait qu'au cœur de chacun des quartiers qu'il réalise, il met en place des briqueteries. Des briqueteries pour permettre le renouvellement de toutes les briques au sein des murs qui seront amenées à être remplacées. Et il donne une importance symbolique à ces briqueteries tout à fait importante. C'est au cœur du quartier et pour lui, c'est un peu ce qui fait le lien social. C'est un peu, alors il n'y a pas tout à fait une ritualisation de la briqueterie, mais pour autant, elle a une dimension extrêmement importante puisque c'est la possibilité de faire commun par les habitants en maintenant leur propre habitat. Et c'est justement ce que raconte Hassan Fathy, ce qui n'a pas marché, c'est-à-dire que les briqueteries n'ont pas été entretenues. Donc, est-ce que la faute était au fait qu'il n'y a pas eu assez de rituels? C'est une question ouverte. J'en passe aux rituels saisonniers. Alors, les rituels saisonniers sont souvent liés dans la longue histoire, depuis le néolithique jusqu'à nos jours, liés au rythme agricole, en particulier la mise en réserve des grains. Et de nombreuses fêtes étaient souvent associées à ces événements. Cette dimension rituelle associée au stock a contribué à donner une dimension qui est souvent sacrée à l'architecture des greniers. Et un historien de l'architecture qui s'appelle Gert Peschken a fait la démonstration, alors c'est contredit par un certain nombre d'historiens, que les greniers à blé, dont on a encore la trace au Portugal et en Espagne, en Galice, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Espagne, au-dessus du Portugal, qui sont des greniers toujours en usage, mais extrêmement anciens, un modèle qui daterait, d'après Gert Peschken, du néolithique, et que ces bâtiments-là, ces greniers, auraient inspiré le modèle du temple grec. Alors, on peut considérer que le rapport formel est évident et que ça justifie les théories de Gert Peschken. On peut penser que ça ne suffit pas. Toujours est-il que cette dimension rituelle du stockage de grains et de l'architecture qui l'accueille, en lien avec une ritualisation des cycles agricoles, est extrêmement important et clairement à l'origine d'une forme de mise en commun dans la plupart des sociétés. Et si on regarde un exemple qui est dans un environnement très très différent, puisque là on est dans un climat équatorial, et où il n'y a pas justement les saisons, et donc cette organisation qui distingue l'été, l'hiver, et puis toute cette saisonnalité des rituels. Ici, on est au Bénin, et il y a toute une tradition de construction de ces greniers, qui sont des greniers en paille, donc c'est des greniers qui sont relativement légers. On peut se demander d'ailleurs s'ils relèvent de l'architecture ou s'ils relèvent d'éléments du mobilier, mais toujours est-il que dans l'organisation, dans la construction de ces greniers, il y a l'idée de la fête et de la cérémonie qui est incluse. C'est-à-dire que les grandes cérémonies, les grands rassemblements commençaient à partir de la construction des greniers. C'est-à-dire la première étape du grand rassemblement des tribus qui se retrouvaient là, c'était pour construire ces greniers. Et donc la fête commençait au moment où les greniers étaient pleins et où on enlevait le chapeau
et la fête commençait à ce moment-là. Alors j'ai mis juste une image d'une fête traditionnelle au Bénin, mais ne voyez pas forcément de rapport matériel entre la robe de la danseuse et puis le grenier. C'est possible qu'il y en ait d'ailleurs, mais j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il y a le premier acte de la construction de ces greniers, c'est un acte cérémoniel destiné à marquer un moment de cérémonie pour profiter des excédents de l'alimentation qui sont amenés ici dans ces greniers. Et alors, j'ai trouvé l'équivalent dans le pavillon de Venise. Je me suis dit, bon, aujourd'hui, les rituels saisonniers liés à l'agriculture ont bien sûr, pour la plupart, disparu. Il en persiste encore, hein, bien sûr, qui sont toujours célébrés, mais on ne peut pas dire que nos rythmes de vie annuels sont dépendants des rythmes agricoles. Mais il en existe quand même quelques-uns, des rites qui sont souvent les festivals. Peut-être souvent un peu trop des festivals liés à des professions, comme la Biennale de Venise, qui est un moment rituel important tous les 2 ans pour les architectes. Et je me suis intéressé plus particulièrement au projet qui a été fait en 2006, donc il y a 20 ans, par Patrick Bouchain. Patrick Bouchain, qui est peut-être, parmi les architectes contemporains, un des architectes les plus intéressés à la dimension rituelle de l'architecture. Je pense notamment à son mot d'ordre « chantier ouvert au public ». Chantier ouvert au public, il le revendique en disant que l'acte de construction est un acte éminemment symbolique, social, un moment de rassemblement, et que donc on a tort de considérer qu'il doit être exclu du monde, de la société, et qu'au contraire, le chantier ouvert au public, c'est ce qui donne du sens à l'architecture en tant qu'acte à même de produire du commun. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rituel saisonnier, même s'il est tous les 2 ans du festival d'architecture de Venise, a été interprété un peu à la manière des greniers que je viens de montrer, là, équatoriaux en Afrique, dans le sens où le démarrage, le début de la mise en place de l'installation dans le pavillon français par l'équipe, il y avait Existe aussi qui a travaillé, le collectif Existe, qui a travaillé avec Patrick Bouchain, ça a été de construire, de mettre en place le chantier, et un chantier assez léger, un peu comme ces paniers en paille et en roseau, avec des structures d'échafaudage qui s'est prolongé ensuite sur le toit du pavillon français. Donc avec un vrai chantier participatif qui a été mis en scène, véritablement ritualisé, et Patrick Bouchain a donné beaucoup de sens à cette démarche, et qui s'est prolongé ensuite pendant la durée du festival, voire même un peu au-delà, par les installations qui se trouvaient, installations éphémères, qui se trouvaient au-dessus du pavillon français. Donc là, c'est une architecture éphémère, mais c'est une architecture, c'est-à-dire l'acte de construire, est à proprement parler ritualisé, et son objectif, clairement, est d'aller au-delà, mais je pense que je ne trahis pas Patrick Bouchain en disant ça, c'est-à-dire d'aller au-delà d'un public qui serait un public exclusivement d'architectes, mais d'essayer d'en faire un rituel à même de se généraliser au-delà. Voilà, bon, tout ça, c'est des exemples pour essayer d'inspirer ce que pourrait vouloir dire aujourd'hui un rituel associé à l'acte de bâtir. J'en passe au rituel de passage. Alors là, je me suis plus intéressé à la question de la transformation des bâtiments. L'historien de l'architecture Marvin Trachtenberg, qui s'est beaucoup intéressé au Trecento italien, juste avant les exemples du Quattrocento qu'on a vu juste à l'instant, a montré comment les architectes étaient devenus maîtres, donc durant le Trecento, à la fin du Moyen-Âge, dans l'assemblage des périodes historiques, dans la capacité à fusionner dans de nouvelles unités les temps cumulés du passé. Ces assemblages fusionnels faisaient parfois l'objet de rituels. Luc Baboulet, qui s'est beaucoup intéressé à une réactualisation de cette théorie qu'on pourrait dire rétroactive, parce qu'elle n'a pas été formalisée à l'époque, à l'époque du Trecento, c'est Trachtenberg qui en fait a posteriori le récit. Luc Baboulet, lui, pense qu'il y a là une piste extrêmement féconde pour réinventer aujourd'hui une manière d'envisager l'architecture de la transformation.
Encore trop souvent, les formes architecturales de la transformation illustrent le précepte désormais répandu qui affirme qu'un bâtiment peut avoir plusieurs vies. Ça a même été le titre d'une exposition qui était à la Cité de l'Architecture. Or, la condition pour qu'une telle chose soit possible est, aujourd'hui plus que jamais, me semble-t-il, que les bâtiments puissent aussi avoir plusieurs morts. La vie des uns a besoin de la mort des autres, je cite Marc Auger. Ce constat peut s'appliquer trivialement à des faits matériels et physiques ou se représenter symboliquement dans des constructions complexes. Pour beaucoup, cette proximité entre les deux couples, vie et mort, transformation, disparition, continue d'exprimer métaphoriquement une forme de chronocide, la transformation comme un prolongement de la vie, la ruine ou la démolition comme une sorte de mort. Vous voyez, une sorte d'opposition dans laquelle on est encore peut-être un peu trop enfermé lorsqu'on envisage l'architecture sous l'angle de la transformation, c'est-à-dire on laisserait le bâtiment vers sa ruine, et ben on l'autoriserait en quelque sorte à mourir, mais dès lors qu'on réintervient dessus pour lui trouver un nouvel usage, eh bien, on maintiendrait sa vie. Donc il y a une sorte d'opposition un peu simple, vous voyez, entre laisser un bâtiment à l'abandon et le laisser mourir, et puis le maintenir en vie. Je pense que l'acte de transformation est aussi, par certains côtés, un acte de mort et qu'il faut l'assumer en tant que tel. On passe d'une époque à une autre, d'une configuration à une autre, et donc il y a une part de deuil à assumer dans le passage. Alors je vais vraiment accélérer, parce que là j'en étais à peine plus de la moitié. Non, mais je vais accélérer. Donc ces rituels de passage, j'ai regardé un exemple qui est très connu, qui est la Mesquita à Cordoue, mais je me suis intéressé particulièrement au travail que je vous recommande de Guillaume Nicolas, qui a fait un travail d'archives extrêmement intéressant. Il est architecte et enseignant à Rouen, l'école d'architecture de Normandie, et il a vraiment fait toute l'histoire où il retrace les différents moments où ce n'est pas simplement la cathédrale qui s'insère dans la mosquée. Il y a tout un travail qu'on peut imaginer ritualisé, puisque à chaque fois, il y a tout le travail lié à la sacralité des lieux en question, et donc tout un travail extrêmement savant sur l'insertion, pas seulement au moment où la cathédrale arrive, qui est le moment le plus connu, 1523, mais à toutes les étapes, justement, d'une forme de ritualisation. Et peut-être sa traduction contemporaine pourrait être dans un bâtiment extrêmement récent, inauguré en 2025, qui a obtenu, je ne sais pas si vous l'avez identifié, le prix Miss Van der Rohe cette année, et qui est une transformation d'un centre des congrès à Charleroi, en Belgique. Et en fait, ce qu'ont fait les architectes, qui sont Agois et De Wilder-Vinck, c'est d'assumer le fait que 20% seulement du bâtiment, c'est un bâtiment immense, extrêmement grand, surdimensionné pour la ville de Charleroi, qui est une ville en décroissance aujourd'hui, qui subit une désindustrialisation importante. Et ils ont fait tout un travail. Ils ont bien sûr réaffecté 20% du bâtiment pour les nouvelles fonctions du Palais des Congrès, mais pour le reste, un travail extrêmement intéressant pour, en quelque sorte, ritualiser, si on peut dire, la disparition progressive du bâtiment, en le maintenant aussi dans une perspective de stock, c'est-à-dire de capacité éventuelle pour ces bâtiments de pouvoir trouver un usage plus tard. Une image du bâtiment, et donc du bâtiment d'origine au moment de sa livraison dans les années 1930, et puis ce qu'il est devenu. Vous voyez, donc je trouve qu'il y a là ça raconte, il y a une épaisseur temporelle extrêmement intéressante, pas à proprement parler ritualisée, puisque ce n'est pas un chantier ouvert au public, contrairement à ce que préconise Bouchain, mais pour autant, je trouve que cette présence de cette dimension un peu comment dire, d'un recueillement possible, commun, et présente. Et puis je passe assez vite à cette image, l'inauguration donc, qui est relativement récente, qui était à l'été 2025, du bâtiment. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on inaugure, quoi ? Est-ce qu'on inaugure les 20% transformés, ou est-ce qu'on inaugure, est-ce que ce n'est pas un rituel aussi qui accompagne la disparition de tous les usages, et qui est aussi l'histoire de Charleroi, puisque Charleroi a perdu son industrie relativement récemment d'ailleurs, puisque c'est dans en gros les 10 dernières années que tout ça s'est produit.
J'en viens au dernier rituel, plus spéculatif peut-être, le rituel de fermeture, qui est à mon avis un sujet nouveau, qui interpelle aujourd'hui le monde de l'architecture, notamment depuis que Alexandre Monin, que vous connaissez peut-être, qui est un philosophe, s'intéresse beaucoup à ce sujet. Il a écrit un livre que je considère comme important, qui s'appelle « Politiser le renoncement ». Et il a écrit très récemment dans la revue Plan Libre cette phrase que je trouve importante. Il faut développer des arts de la fermeture, des méthodes, des savoir-faire et des institutions capables de fermer sans attendre la catastrophe. De quoi s'agit-il? C'est tous les bâtiments, tous les sites, tous les programmes, toutes les infrastructures qui sont déjà sans usage, qui ont perdu leur utilité, c'est les friches industrielles qu'on trouve à Charleroi, mais c'est aussi ce qui est à venir, c'est-à-dire tout ce qu'on sait déjà, ne pas être en mesure de pouvoir porter encore longtemps, parce que dépendante d'économies carbonées, parce que consommateur de ressources. C'est une quantité considérable de nos héritages contemporains, qui pour beaucoup sont encore en usage, mais pour un temps encore indéfini, j'ai presque fini. Et donc je pense que cette dimension, qui n'est pas posée par Alexandre Monin, mérite peut-être d'être réfléchie en termes aussi de ritualisation. Un exemple, c'est le Berlin Tempelhof, qui, vous savez, a fermé et puis a réouvert à un moment donné pour réouvrir avec une cérémonie qui était une date symbolique, le 8 mai 2010. Et l'idée, c'était véritablement de re-ritualiser en fait un site qui avait été fermé juste avant. Il y a eu un raté, en quelque sorte, dans la fermeture de cet aéroport. Autre sujet extrêmement intéressant, qui est la centrale nucléaire de Brennelis, dont le démantèlement a démarré il y a une trentaine d'années. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui revendiquent, et je trouve ça extrêmement intéressant, qui revendiquent le fait, non pas qu'il ne faille pas démanteler, mais le fait que le démantèlement ne doit pas être un acte porté uniquement par l'État et EDF, mais que ça doit devenir un acte commun. C'est ce que d'ailleurs Alexandre Monin appelle les communs négatifs. Et donc cette prise en charge collective de tous ces lieux dont on hérite. Alors, bien sûr, les centrales nucléaires, c'est parmi les plus terribles, mais on peut aussi se poser la question de ces infrastructures. C'est un exemple parmi 10 000 autres de ces stations de ski qui, à un moment donné, là, c'est daté, 27 décembre 2022, c'est clos. Et donc, c'est toutes ces infrastructures qui, peut-être, méritent aujourd'hui qu'on les pense aussi en termes de ritualisation pour accompagner leur fermeture, sujet dont on est encore à peine conscient. Merci.